Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur BNews pour ce numéro de Carré Politique. Pour l'heure, seulement 4 partis politiques ont pu obtenir leur récépissé au niveau de la Commission électorale nationale autonome pour prendre part à la prochaine élection communale. Eh bien, que se passe-t-il au niveau des autres formations politiques? C'est la question que je vais poser tout à l'heure aux confrères en plateau. Et ce sera juste après ceci, les notes de la semaine. Voilà, nous sommes de retour en plateau. J'ai comme invité d'abord Renaud Akrombessi du journal Les Pharaons. Renaud Akrombessi, bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Juste en face de vous, Moïse Alphonse Soudé. Vous êtes analyste politique. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Jean-Luc. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi. Et enfin, Adrien Atikpator du journal Le Potentiel. Vous êtes directeur général du journal Le Potentiel. Adrien Atikpator, bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Vous connaissez tous le principe de l'émission. On va commencer. Mais d'abord, le premier sujet, c'est la suspension de Alimatou Badarou. Elle est directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Vous avez tous suivi cette actualité. Nous allons noter Alimatou Badarou et je vais commencer justement par Adrien Atikpator. Quelle note donnez-vous à cette actualité? À cette actualité, j'attribue la note 2. Je rappelle que nous sommes en train de noter Alimatou Badarou. Donc vous donnez 2. Adrien Atikpator. À Badarou. À Madame Badarou, voilà. Voilà, Adrien Atikpator 2. Moïse Soudé, je viens à vous. Je lui attribue la note 3. Moïse Soudé 3. Décidément, il n'y a que de mauvaises notes ce matin. Je verrai bien tout à l'heure. Donc, Moïse 3, vous allez justifier votre note tout à l'heure. Et enfin, Renaud Akrombessi du journal Les Pharaons. Renaud. Je lui attribue la note 5. Alors, Renaud donne la plus forte note, donc 5. Je vais commencer par vous, Adrien Atikpator 2. Pourquoi? Eh bien, vous savez que la nomination de cette dame, d'abord dans un premier temps, a été décriée par ceux qui sont proches d'elle, ceux qui connaissent un peu la dame là, mais déjà dès sa prise de fonction, elle a réussi à commettre beaucoup de gaffes. Et vous n'êtes pas sans savoir, jusqu'à la semaine dernière, et le salaire du personnel, le salaire du mois de février, a été payé seulement la semaine dernière. Il a fallu que le personnel de la maison menace d'abord de faire un sitting le lundi passé pour qu'elle fasse l'effort de payer les salaires sous le fallacieux prétexte qu'elle n'a pas eu son salaire elle-même et que son budget a été cassé. Et quand elle est nommée comme ça, elle a lancé un affront contre son ministre. Vous n'êtes pas sans savoir, dès que vous êtes nommé directeur ou directrice d'une société, office ou agence de l'État comme ça, même si c'est le chef de l'État qui vous nomme, vous avez un chef hiérarchique qui est le ministre. Et quand elle dit publiquement dans des réunions, écoutez, on m'a nommé par décret et le ministre aussi a été nommé par décret. Ce que vous dites, c'est des supputations, c'est pas vrai. C'est des informations reçues du personnel. Et mieux, il y a moins de 2 semaines, au drapeau, elle s'en est pris ouvertement au ministre. Et ça, tout le personnel du CNCB sont informés. Et aussi le redéploiement qui a été fait. Le ministre lui a envoyé un courrier. Et ça, j'ai copie de ça, c'est pour ça que j'en parle. Pour lui dire non, ramener telle personne à son poste. La dame s'oppose. C'est pour ça, dans la note de suspension, on a dit refus de subordination. On lui a donné des ordres, elle a refusé d'exécuter et elle refuse de se soumettre à son patron. Et quand une dame se comporte comme ça, on ne peut pas lui attribuer une bonne note. Et je pense que le gouvernement a bien fait, notamment son ministre a bien fait de se débarrasser d'elle. Sinon, ce serait une bombe sociale au niveau du CNCB avec tout ce que nous avons pu avoir. J'en parle parce qu'il y a beaucoup de documents. C'est un dossier que je suis depuis qu'elle a été nommée. Je vais revenir à vous tout à l'heure puisqu'on va parler de cette direction, de cette structure tout à l'heure. Moïse Alphonse Soudé, est-ce que vous faites la même lecture que Adrien Atikpator, justement parce que on a suivi la passation de service, par exemple, de la directrice sortante, et on a remarqué, bizarrement, que dans son discours, elle ne présente que de bons chiffres. Avez-vous suivi également ces chiffres? Elle parle surtout d'un taux d'accroissement au niveau des ressources de la maison, et elle parle également d'une baisse des charges de la maison. Pourtant, vous lui donnez 3. Pourquoi? Oui, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Je lui ai donné 3 juste parce que elle a fait preuve d'insubordination. Si vous n'êtes pas capable de garder votre bouche, n'intégrez pas les structures étatiques. Ce n'est pas possible. Elle-même, comment elle est venue là? Comment elle est venue là? On nous a dit on nous avait annoncé dès 2016 que désormais, pour recruter des gens à ces postes-là, il faut faire appel à la candidature. Est-ce qu'elle a été recrutée par appel à la candidature? Elle est venue là parce que, quelque part, elle avait le profil qui répondait. Oui, mais elle a un parrain politique. Si on avait fait un appel, on avait étudié les dossiers, on aurait su que, bon, elle avait ses problèmes. Mais je dis, en tant que directrice générale, nommée par un ministre, que vous avez fait campagne
au même titre que le ministre, que vous avez été nommé par un décret, il reste votre chef hiérarchique. Et moi, je n'encourage pas les insubordinations. Le reste, on verra tout à l'heure. Mais elle n'a pas respecté son ministre. On parle. Est-ce qu'il suffit simplement de lire le courrier du ministre? Est-ce qu'il suffit d'écouter simplement le ministre pour juger qu'il y a eu insubordination? Parce que ce dont on parle aujourd'hui, personne ne sait véritablement les échanges qu'il y a eu entre elle et le ministre. J'ai suivi sa dernière émission. Vous voyez en quel thème elle parlait de son ministre, en quel thème elle parlait de pression. Doit-elle subir sans dénoncer quand elle sent qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a des manœuvres qui l'empêchent de mettre en œuvre? L'administration béninoise est régie par des principes bien déterminés. Quand vous sentez que votre ministre vous met la pression, vous écrivez à qui de droit. Mais vous ne venez pas sur la place publique pour dénoncer votre ministre. Vous écrivez, il y a quand même, on a indiqué le canevas à suivre quand vous ne vous sentez plus à l'aise. Mais venez dire ça sur la place publique. Parler de son ministre comme son petit copain, écoutez, c'est pas possible. Nous sommes quand même dans une république. Alors, je vais me tourner vers vous, Renaud Akonversi. C'est votre première sur cette émission. Merci d'avoir accepté faire ce débat avec nous. Est-ce que vous pensez également, comme vous avez d'ailleurs donné la meilleure note, d'ailleurs ça veut dire que vous ne pensez pas la même chose que Moïse Alphonse Soudé. Est-ce que vous également, néanmoins, vous voyez un problème de personne entre le ministre et la directrice? Moi, par contre, je ne maîtrise pas les coulisses de cette décision-là, si vous voulez. Je lui ai attribué la note 5 uniquement pour sa gestion. Oui. Je ne me base pas sur son comportement parce que ce que semble reprocher les deux autres confrères à Madame Badarou, c'est son comportement, pas sa gestion. On parle d'une société d'État. Oui. Ce n'est pas une relation de couple. Moi, je me base uniquement sur ces résultats-là. Et vous avez suivi comme moi les chiffres qu'elle a étalés. Ce qui me choque, oui, ce qui me fait un petit tic dans cette histoire, c'est que le ministre, dans sa décision, parle de mauvaise gestion. Je ne vois pas où est la mauvaise gestion. Il y a des chiffres contraires. Il y a le chiffre contraire. Toutes les statistiques que Mme Badarou a énumérées hier contredisent en fait la version du ministre quand elle nous parle de mauvaise gestion. Je ne vois particulièrement pas où se trouve la mauvaise gestion dans ce cas-là. Alors, justement, mais Moïse Soudé parlait également de la langue du ministre, que la directrice, je vais dire, qu'elle s'est trop exprimée comme état des postes de responsabilité. Il faut savoir garder votre langue. Est-ce que vous pensez également que l'émission à laquelle Mme Badarou a participé en est pour quelque chose? Ce serait faire preuve de myopie que de penser le contraire. Oui, l'émission a beaucoup précipité son départ. Parce que moi, je vois plutôt le côté critique de son raisonnement par rapport à la candidature de Atropoa Cotonou. Je pense que pour des formations qui soutiennent toutes les deux l'action du chef de l'État, on ne peut pas critiquer aussi vertement une probable candidature soutenue par le régime également. C'est aller un peu contre la volonté ou les choix ou la vision des dirigeants en place. Mais beaucoup pensent que les deux partis politiques quand même n'ont pas la même vision, la même idéologie. Donc on va revenir quand même sur ce sujet tout à l'heure. Est-ce que vous voyez, vous pouvez ouvrir également le volet politique, Adrien Atikpator. Renaud a parlé tout à l'heure de la candidature de Luc Atropo qui a été également critiquée par la ministre. Est-ce que vous faites cette avant même d'aborder le volet politique de l'émission, je voudrais, parce que vous avez parlé tantôt de bonne gestion, elle a affiché de très bonnes notes, mais je pense que non, le ministre n'a même pas le ministre n'a pas dans son courrier la mauvaise gouvernance. Je vous dis ceci, il n'y a pas eu baisse de chiffres, parce que je maîtrise bien la maison CNTB, je n'ai pas travaillé là-bas, mais j'ai des amis, j'ai des parents là-bas, je suis un peu en train que je suis un peu les courriers qui sont partis de là-bas. Quand je prends un exemple pour montrer qu'il y a une mauvaise gestion, pour parler de la baisse des ressources par exemple de la maison, dès que vous prenez des personnes extérieures pour nommer, ça constitue encore une nouvelle chaîne pour la maison. Lorsque vous recrutez des stagiaires, 24 stagiaires, si vous le permettez, elle parle d'une baisse des charges de la maison. Je ne pense pas. Selon vous, oui. Le ministre dit il y a mauvaise gouvernance. La directrice générale, en partant, présente des chiffres qui montrent qu'il n'y a pas... Une seconde, Adrien. Elle présente des chiffres qui montrent visiblement qu'il n'y a pas
mauvaise gouvernance. Est-ce qu'il y a eu une réaction contraire jusqu'à aujourd'hui? Non. Qu'appelle-t-on à la mauvaise gouvernance? Je ne pense pas que le ministre puisse venir s'offrir encore sur le plateau de télévision pour dire non, ce qu'elle a dit là est faux ou c'est vrai. C'est pour ça. Sinon, on aurait pu assister à encore un autre débat. Ce que moi, je sais, c'est quoi? On ne peut pas faire en 4 mois parce que son budget n'a pas été encore validé. Le budget n'a pas été encore validé. Elle se base sur quoi pour dire qu'il y a eu baisse des ressources? Et mieux, j'ai dit, on ne peut pas amener de nouvelles personnes dans la maison. Les 4 qui étaient là ont toujours les salaires. Ces nouvelles personnes prennent leur salaire, on va dire qu'il y a baisse de charge dans la maison. Je ne pense pas. Et si les ressources augmentent, il y a même pas d'augmentation de ressources. Il y a même pas de ressources. Je sais de quoi je parle. Et revenons maintenant au cas politique. Très rapidement. Bon, on ne peut pas soutenir les actions de l'État. On ne peut pas être assuré de responsabilité et s'en prendre à un maire. Un maire comme Louis Atropo. Je ne dis pas que Louis Atropo est intouchable. Je ne dis pas que Louis Atropo est un dieu qu'on ne peut pas critiquer, encore que les gens critiquent même le bon Dieu, mais assuré de responsabilité et soutenant les actions de l'État. Louis Atropo aussi est des actions de l'État et qu'elle vient sur le plateau de télévision pour dire non. Est-ce qu'il a fini de gérer la commune de Boycon pour venir être candidat ici et ouvertement comme ça, ce n'est pas bon. Et mieux encore, le ministre est de la même formation politique et s'en prendre comme ça au ministre, d'abord, c'est une manière de fragiliser la formation politique dont elle fait partie. Et je pense d'abord que, a priori, elle n'a pas fait assez de militantisme, même si on m'a dit qu'elle était syndicaliste et tout par le passé à la BOA. Je ne crois pas, parce que lorsque vous avez un parcours militantisme, il y a des propos, il y a des retenues qu'il faut avoir. On ne peut pas se mettre comme mon aîné Soulé l'a dit tout à l'heure. Comme mon aîné l'a dit tout à l'heure, et dès que vous êtes quelque part et que votre ministre vous fait pression, entre guillemets, il n'y a pas, vous assistez à des comités de direction, vous pouvez parler, vous pouvez vous exprimer, au lieu de livrer en partie comme ça, alors, un responsable. Jamais dit que une seconde. Le ministère. Mais qui est patron là-bas? Le directeur de cabinet est membre, le directeur de cabinet ou directeur adjoint de cabinet est le président du conseil d'administration de la maison. Ce n'est pas le PCA qui met la pression, mais c'est le ministre. Et j'ai dit, il y a des courriers entre elle et le ministre, et j'ai des copies de ce courrier-là. Merci Adrien Atikpator. Moïse Alphonse Soulé, 3 questions, 3 volets. D'abord, le volet politique concernant la candidature de Luc Atropo. J'ai posé la question tout à l'heure, vous avez semblé l'éviter. Je parle des chiffres qu'elle a présentés lors de sa passation de service. Et puis finalement, vous me direz ce que vous pensez du CNCB depuis pratiquement 2016, bien avant 2016 d'ailleurs, parce que déjà sous le régime Boni Yahi, il y avait également de ces petits problèmes qui survenaient chaque fois dans la maison. Que se passait exactement là? Et pourquoi est-ce que généralement les directeurs ne dure pas dans cette maison? Ça a beaucoup de questions. Vous avez 2-3 minutes pour vous savez, d'abord par rapport à sa gestion, moi je ne lui reproche rien. C'est-à-dire que raison de mauvaise gouvernance vient pour étayer l'insubordination. Elle a travaillé. Elle a travaillé. Très bien. Et sur le volet politique? Le volet politique, écoutez, moi je suis d'accord. Luc Atropo, c'est pas le petit frère de Jésus. C'est pas le petit frère de Jésus. On peut critiquer sa candidature. Oui. Est-ce qu'il a suffisamment développé Boycon pour qu'on le parachute à Cotonou? Disons les choses clairement. C'est comme si... Bon, allez, écoutez, allez à Boycon, dites-moi si Boycon est bien développé pour qu'on le parachute à Cotonou. À Cotonou, c'est pas possible. C'est son droit en tant qu'homme. C'est tellement qu'à des niveaux donnés, elle a posé le problème, elle a soulevé la question, on lui a rabattu le caquet, elle a eu l'opportunité de dire non, c'est pas possible. Et ce n'est pas elle seule. Moi, j'admire son courage de l'avoir dit. Il y a plusieurs autres hommes politiques de la même tanière que elle qui le disent à voix basse pour dire mais Luc Atropo, c'est qui? C'est qui pour qu'on le ramène à Cotonou? Et Luc Atropo lui-même sait que les gens ne sont pas d'accord. Mais comme c'est le chef qui décide, on s'y plie. Mais si ce n'est pas fait, il sera élu maire de Cotonou, mais ils vont lui tendre des pièges, il ne pourra pas faire le travail. C'est aussi simple que ça. Très bien, le dernier volet de la question, CNCB. Écoutez, CNCB, c'est l'un des fleurons de notre économie. Et c'est normal que le pouvoir central cherche à maîtriser cette maison. Et quand on vous confie la gestion de cette maison, non seulement il faut bien gérer, mais il faut être respectueux des principes de l'administration. Et quand vous ne voulez pas respecter, c'est vrai que là, elle peut se plaindre parce que quand vous nommez à ce poste, on dit, bon, notre dada, notre tata a été nommé, elle doit pouvoir placer ces éléments. Mais si elle n'a pas la possibilité de placer ces éléments, c'est normal qu'elle se fâche. Avec ce sujet par vous, Renaud. Deux petites choses rapidement. Oui. Par rapport à la candidature de Atropo, je crains qu'on assiste à un remake de ce qui s'est passé avec Lionel Zissou, où au sein des FCBE, il a trouvé personne pour lui succéder, pour porter l'étendard des FCBE lors des dernières élections présidentielles. La même chose est en train de se passer au niveau de la rupture par rapport à la mairie de Cotonou.
on n'a identifié personne dans ce grand Cotonou capable d'être maire de Cotonou pour parachuter, comme Moïse l'a dit tout à l'heure, Luc Atropo de Boycon. Il n'a rien fait à Boycon. Son bilan à Boycon ne plaide pas du tout en sa faveur. Je ne vois pas ce qu'il vient faire à Cotonou. La deuxième chose, c'est par rapport au CNCB, vite fait. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on est en train d'assister à ce qu'on pourrait appeler le syndrome Yahi. C'est-à-dire pratiquement 10 DG Port en 10 ans sous Yahi. C'est la même chose qui se passe au CNCB. En 4 ans, nous sommes en train d'assister au 4e DG, au CNCB. Faisons attention. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison, mais le défilé des DG est quasi régulier. La parole ne reviendra plus vers vous, Adrien Ating-Pator. Mais la question que j'allais vous poser tout à l'heure, c'est parce que vous avez donné 5 à justement Alimatou Badarou. J'allais vous demander comment est-ce que vous voyez son avenir politique. Ah, j'ai peur même pour elle. Son positionnement pour cette communale-là doit avoir changé après ce qu'on peut appeler sa gaffe, sa petite gaffe-là. C'est vrai que vous parlez de gaffe et que vous faites allusion à l'émission, mais je voudrais rassurer quand même toutes les personnalités et tous les autres invités qui voudront venir encore sur cette émission diagonale que le fauteuil que nous leur offrons n'est pas une chaise électrique. Donc, ces personnalités peuvent venir justement répondre à nos questions. Il ne se passera rien. On va maintenant passer au second sujet. Ce sera le même principe, mais juste avant, nous allons retourner à la régie pour voir cet élément qui va introduire justement le second sujet de cette émission. On n'a plus assez de temps. On va y aller rapidement et on revient. Pas de doute que notre dossier sera déclaré complet. En tout cas, nous y avons travaillé et nous espérons que dans quelques heures, nous pourrons avoir donc le récépissé provisoire. Je veux saluer donc le dispositif qui est mis en place par la Sénat pour l'accueil des candidats et dire que c'est encourageant pour le reste, pour notre pays et pour notre démocratie. En tout cas, j'espère que pour les jours qui viennent, nous pourrons démontrer la bonne organisation du bloc républicain qui nous a permis d'être ici. Je le vois et je le constate parmi les premiers, pour ne pas dire les premiers. Et c'est exact, nous venons de déposer nos dossiers de candidature. Tout est prêt. Nos dossiers sont au complet. Mais nous attendons quand même les observations de la Sénat. Sinon que nous sommes très confiants de ce que nous avons présenté de très bons dossiers. Et nous sommes également confiants et nous avons espoir que la suite sera bien organisée. Quand je parle de la suite, c'est d'abord les études de dossiers au niveau de la Sénat, puis ensuite les demandes de compléments ou d'observations qui nous seront transmises. Et nous espérons également que la compétition qui s'annonce sera organisée dans de bonnes conditions. Et enfin, nous venons de commencer la procédure. Nous sommes enregistrés à l'arrivée. Et la deuxième étape, c'est le tirage au sort donc, de l'équipe qui se chargera de l'étude de nos dossiers. Cela a été fait. Nous passons ici pour dire déjà que c'est une satisfaction pour nous. Ce qui a été fait déjà à l'interne à l'Union progressiste pour que nous nous portons aujourd'hui, ce soir, vers la Sénat. Et profiter de l'occasion quand même pour apprécier l'organisation mise en place ici par la Sénat pour nous accueillir. Nous voulons espérer que tout se passe bien. Le processus continue. Nous irons donc au dépouillement donc, de nos cantines. Nous irons au fond des dossiers. Et je crois que d'ici quelques heures, nous aurons notre quitus d'enregistrement. Et donc l'Union progressiste continuera son chemin et préparer les élections. Non, il n'y aura pas de complément. Il n'y aura pas de complément. Ça a été vu, revu, analysé, candidat par candidat, dossier de candidat par candidat. Et donc, les 3630 dossiers que nous avons pondus sont très bien ficelés, je vous assure. Oui, dans un état d'âme, disons, parfait, joyeux, nous abordons ces élections comme une fête. Vous savez, lors des dernières élections, avant ces communales, c'est-à-dire je voudrais parler des législatives de 2019. Nous faisons partie, l'UDBN faisait partie des 7 partis politiques qui ont pu entrer à la Sénat avec leur dossier. Et bien ficelé aussi. C'est juste pour raison donc de récépissé que nous n'avons pas pu être présents à ces élections.
Sinon, nous étions bien à la Sénat en 2019 avec nos dossiers. Et donc, cette fois-ci, c'est avec joie de rattraper donc cette expérience-là que nous sommes dans les murs de la Sénat. Donc, notre état d'âme est parfait, nous sommes en joie et cette élection sera une fête pour lui. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Vous avez vu raison, respectivement donc, chers confrères passer tout à l'heure. Abdoulaye Biotchane du bloc républicain, Alain Adirou de l'UDBN, si nous avons étions vu également bien à la Sénat, Théophile Yarou de FCBE et Christelle Rondonougo du parti Union cette fois-ci, c'est avec joie de rattraper donc cette expérience-là le mercredi que 11 mars. nous sommes dans les murs de la Sénat. Donc, notre état d'âme est parfait, nous sommes en joie et cette élection sera une fête pour lui. Vous pensez bien que non, pas de doute notre dossier. J'ai la note 8. Très bien. Adrien Atik-Pator donne 8 nous espérons 10. Très généreux ce matin. Dans quelques heures, nous pourrons avoir Moïse Soudé 5 sur 10. Et puis je vais finir par Renaud Akondessi. Renaud, vous donnez, on va voir, vous soulevez un peu plus que ça. Vous donnez 6 sur 10. Très bien. Je vais revenir à Moïse Alphonse Soudé d'abord. C'est encourageant pour le reste, pour notre pays. Bon, écoutez, j'ai donné cette note parce que vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique. On est allé déposer les dossiers, vous ne savez même pas si vous êtes sur la liste ou pas. Ça, c'est un coup tordu qu'on veut faire aux militants. Je suis membre d'un parti, on me demande de déposer, d'envoyer mes dossiers, j'envoie mes dossiers, je ne sais même pas. Est-ce que des candidats vous ont dit qu'ils ne savent pas s'ils sont sur la liste? Non, ils ne savent pas, personne ne peut vous jouer la main sur le cœur pour dire, moi, j'ai été retenu de la liste. On attend d'abord la validation de la liste par la Sénat pour qu'on dise aux gens, ils sont sur la liste. C'est pas bon, ça sent du roussi. Parce que si vous avez la liste finale et que vous qui avez déjà pris vos dispositions pour faire la campagne, on vous dit que vous n'êtes pas retenu sur la liste. Mais c'est grave, il faut attendre encore plusieurs années avant d'être candidat, puisqu'on a déjà fait les législatives, on va faire les communales. Vous n'avez même pas la possibilité d'être candidat à la présidentielle, donc il faut attendre des années. Pour un homme politique, ça peut décourager. Très bien. Je vais revenir à vous, Adrien Atik-Pator. Adrien Atik-Pator, vous avez donné la meilleure note, c'était 8 sur 10. J'espère que vous n'avez pas donné cette note en regardant ou en allant dans le même sens que Moïse Alphonse Soudé. Certainement que pour vous, vous avez apprécié la célérité qui a été observée au niveau de ces partis politiques et justement la façon dont les dossiers ont été constitués. Est-ce que ça veut dire que vous êtes totalement satisfait par rapport à la conduite du processus? Je suis entièrement satisfait et c'est là où j'en viens par rapport au processus électoral. Vous savez que lors des dernières élections législatives, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu beaucoup de critiques et tout. Cette fois-ci, moi, je dois même aller au-delà des quatre formations politiques, étant donné que la Sénat continue d'étudier, donc c'est fort probable, en fonction des dossiers présentés par les partis politiques, c'est fort probable qu'on aille au-delà de 4. Ce que je retiens ici aujourd'hui, c'est que il y a 9 partis politiques qui ont déposé les dossiers. Oui. Quand on compare ce chiffre, il y a 4 ans ou 5 ans, à 35 formations politiques qui ont déposé. Et aujourd'hui, moi, je note que d'abord, la réforme du système partisan ont fait bouger un peu les lignes. Alors, est-ce qu'il suffit simplement que le nombre de partis politiques qui déposent leur dossier pour cette élection soit réduit pour qu'on applaudisse? Non, justement, parce que aujourd'hui, les conditions pour créer un parti politique, ce n'est plus comme avant où des gens ont un parti politique et vous connaissez seulement le président que vous connaissez, il n'y a aucun autre membre du parti ou du bureau n'est connu. Et aujourd'hui, nous avons fini avec ça. Aujourd'hui, ce qui me réjouit aussi, l'autre chose qui me réjouit, c'est que il ne suffit pas d'être militant et de déposer des dossiers pour savoir où est-ce qu'on se retrouve. Dans les grandes formations politiques, comme ça se passe. Vous n'êtes sûr de rien. Vous déposez des dossiers parce que vous n'êtes pas la seule personne à déposer des dossiers. Quand si vous prenez par exemple un arrondissement, on parle des élections communales, quand vous prenez par exemple un arrondissement, le nombre de personnes qui envisagent, qui veulent être conseillers municipal ou communal, ils sont tellement nombreux. Et quand on prend les dossiers, il revient au bureau exécutif national d'étudier les dossiers. Et après étude, on dépose les dossiers. Vous n'êtes pas censé, il y a des communes qui savent déjà qui ont déjà vidé cette question-là. Les gens savent sur quelle liste ils sont et quelle position ils occupent sur la liste et tout. Donc, on ne peut pas d'office savoir et on ne peut pas me dire quelqu'un qui a... Vous avez ces informations, c'est un scoop. Une fête pour lui début. Non, mais non. Est-ce que, si, je donne un exemple. Publier 3000, je sais pas, près de 4000 noms dans un journal de 12 pages, vous imaginez, ça va consommer. Vous n'avez qu'à faire en série. Je vais passer maintenant
à Renaud Akrombessi qui lui a donné la note, je crois, 6 sur 10. C'est vrai que de 2, nous sommes passés à 4 désormais. Est-ce à dire que pour vous, tout va se passer très bien? C'est encourageant pour le reste, qu'on aura pour notre moins pays de contestation. et pour notre démocratie. La notice que j'ai attribuée, c'est comme un encouragement, si vous voulez, pour les partis politiques. Je pense que l'absence de plusieurs grandes formations politiques lors des dernières élections législatives a été un peu comme une prise de conscience. Auparavant, les dossiers de candidature étaient conçus dans une certaine désinvolture. Des partis politiques qui n'ont pas été capables, il y a un an, de faire 83 fois 2 dossiers. Aujourd'hui, se retrouver à faire plus de 3600 dossiers et les déposer, je voudrais leur tirer mon coup de chapeau pour cela. La dernière fois, c'était pas forcément au niveau des dossiers que le problème se posait. Il y avait également d'autres problèmes à régler. Non, c'était principalement par rapport aux dossiers. Les doublons, des dossiers mal conçus. C'est puisque ça, la Sénat, ça a été rejeté. Donc, vous leur tirez un coup de chapeau. Bien sûr. Je reviens à vous, Moïse Alphonse Soudé. Est-ce que pour vous, ça veut dire que ces élections se dérouleront très bien? Et justement, pour les autres partis politiques qui n'ont pas pu obtenir jusque-là le récépissé, on parle encore de ces partis politiques. Comment est-ce que vous voyez, quels sont leurs chances? Non, on leur a... Ils ont 3 jours. Ils ont 3 jours pour se mettre à jour. Donc, il leur revient à eux s'ils tiennent vraiment à aller à ces élections-là. Parce que quand vous vous constituez un parti politique et que vous avez vos papiers à jour, c'est normal que vous participez aux échéances électorales pour voir quel est votre poids sur l'échiquier national. Aujourd'hui, si on leur fait des reproches, moi, je leur demanderais de se mettre à jour pour aller aux élections. Et parce que c'est à partir de je dis, les grands regroupements viendront d'eux-mêmes. Parce que quand un parti va se retrouver après les résultats avec zéro conseiller, il comprendra que désormais, il ne peut plus évoluer seul sur le territoire national. Il faudrait qu'il s'associe déjà à un grand parti. Donc, petit à petit, nous sommes en train de mettre au propre la liste des partis politiques. Mais je souhaiterais que l'on ne nous dise pas après faute mineure. Et donc, les 3630 dossiers que nous avons pondus sont très bien ficelés. Je vous assure. Oui, mais dans un état d'âme qu'on a observé depuis parfait, joyeux, nous abordons ces élections comme une fête. Vous savez, lors des dernières élections, avant ces communales, c'est-à-dire, je voudrais parler des législatives de 2019. Nous faisons partie du DBL, le PRD a déposé le dossier, mais n'oublions pas que le PRD avait son ancrage beaucoup plus dans l'Ouémé, le plateau un peu à Cotonou, donc dans le littoral, mais construire des dossiers pour ça, je crois, c'est ici, on a même mené ce débat, des dossiers parcourent les 546 arrondissements. Aujourd'hui, pour construire des dossiers, ce n'est pas une chose facile à faire. Pas du tout. Donc, le PRD est confronté à cette difficulté. Vous n'êtes pas sans savoir même que pour les élections législatives, il est obligé de chercher des gens de Porte-Nouveau qu'on a fusionné à Parakou, près, qui est une grande ville à côté. Maintenant, au parcours aujourd'hui, 546 arrondissements, non seulement ça nécessite beaucoup d'argent, mais ça nécessite beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, ça va être difficile pour eux de trouver ces formations-là. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont déposé le dossier, ils sont là à des huissiers, des dossiers manquants, et tout on continue ici en 72 et ils n'ont pas pu, ça veut dire que le PDA décide de ne pas aller aux élections. Et doit s'en prendre à lui-même. Adrien Atikpato, merci. Je reviens à vous, Renaud Akrombessi. Nous sommes à 4 partis politiques aujourd'hui. Est-ce que vous voyez le nombre de partis politiques augmenter? Est-ce que vous pensez que entre le PRD, il y a également le FCDB, UDBN, est-ce que vous pensez que ce nombre, qu'il y aura des partis politiques à nouveau qui pourront participer à les élections et qu'on quittera 4, peut-être à 5 ou 6? J'espère que pour les jours qui viennent, de façon fondamentale. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas encore leur récépissé provisoire. Enfin, le récépissé de dépôt de dossier. Les autres partis qui sont à jour, s'il n'y a pas de problème dans les dossiers, je ne vois pas pourquoi on ne leur donne pas le récépissé provisoire. Deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Les partis qui n'ont pas encore eu leur récépissé sont les partis qui savent pertinemment qu'aux élections,
ils vont faire de la figuration. Très bien, on verra bien, on va suivre cette actualité dans les prochains jours. On verra d'ici lundi, on saura exactement les partis qui participeront à cette élection communale. C'est fixé pour le 17 mai 2020. On verra bien. Donc, chers téléspectateurs, on va se retrouver dans quelques instants. Ce sera pour la dernière partie. Je vais recevoir mon invité dans les 10 dernières minutes. Ce sera Félicien Fagnon, le membre fondateur du parti Union Progressiste. Avec lui, nous allons parler des enjeux pour la jeunesse concernant justement cette élection communale. Merci, à tout de suite. Je suis la fierté qui unit 11 millions d'hommes et de femmes. 23 agences, plus d'une trentaine de guichets automatiques. Votre banque. Je suis la capitale du transit et du trafic. Plus de 160 000 clients satisfaits chaque année. Plus de 520 milliards de francs CFA de prêts octroyés par votre banque. Je suis le lien qui nous unit depuis plus de 20 ans. Un peuple, un pays, votre banque. NCA Bank est fier d'être au Bénin et désormais dans 4 autres pays. NCA Bank, le vrai visage de la banque.